Bonjour, je suis Irina Turchin et je suis dermatologue communautaire à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Je suis aussi professeure à l'université d'étudiants en résidence, notamment aux universités Dalhousie et Memorial. Je suis chercheuse clinique pour Probity Medical Research. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des biosimilaires et de ce dont vous avez besoin de savoir. Alors, ce que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est quels sont les produits biologiques et biosimilaires. Est-ce qu'ils sont similaires, différents? Quelle est leur place dans les directives de traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique et quelles sont les mises à jour des politiques publiques relatives à ces produits? Alors, nous avons beaucoup de chance. Nous avons plusieurs traitements pour le psoriasis. Alors, nous avons des traitements biologiques qui sont disponibles. Et c'est une véritable chance d'en avoir plusieurs qui sont disponibles et à notre portée. Il y en a 11 qui ont été approuvés par Santé Canada. Et généralement, il y a 4 classes de molécules disponibles. Nous allons parler des IL-17 inhibiteurs, des TNF antagonistes, des autres inhibiteurs IL-12, IL-23. Alors, ils sont approuvés pour le psoriasis et les rhumatismes psoriatiques. Alors, que sont les produits biologiques? Ce sont des produits qui sont différents, tels que des vaccins, du sang, des composants sanguins. Ce sont des structures complexes composées de sucre, protéines et d'acides nucléiques qui sont difficiles à fabriquer. Ils sont isolés de diverses sources naturelles, dont des cellules animales, humaines ou de micro-organismes. Et ils sont produits par des méthodes biotechnologiques et d'autres technologies de pointe. Ils peuvent être utilisés pour traiter une variété d'affections pour lesquelles il n'existe aucun autre traitement, comme le psoriasis, mais aussi le cancer et les troubles génétiques. Alors ici, on voit un exemple d'une molécule non biologique. Vous avez l'aspirine à gauche et à droite, une structure complexe de l'infliximab. Et vous pouvez voir que cette molécule complexe a non seulement plusieurs molécules à même sa structure, mais la structure elle-même est compliquée, alors que l'aspirine, en comparaison, est simple. Alors, imaginez ce que ça implique au niveau du processus manufacturier pour l'infliximab en comparaison de nouveau à l'aspirine. Ici, nous avons une photo qui nous montre une partie d'une usine biologique où nous avons des machines complexes qui suivent et qui doivent répondre à des normes très strictes. Alors, l'exemple de produits biologiques, ils sont prévalents dans la vie de tous les jours. Nous savons, entre autres, que nous avons besoin d'hormones de croissance humaine qui sont une substance naturelle. Parfois, cependant, ce n'est pas normalement produit, par exemple, chez des enfants. Donc, il y a des produits biologiques qui servent pour les déficiences chez les enfants. Cela dit, c'est la somatotropine. On sait aussi que l'insuline, qui régule le métabolisme des glucides, on s'en sert aussi pour traiter le diabète. Nivolumab, c'est un autre biologique qui bloque les voies cancéreuses dans le mélanome métastatique. Et aussi, on a alemtuzumab, un produit biologique qui est utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques, donc hors du champ de la dermatologie. Alors, ça fait un moment que ces produits existent et servent à traiter plusieurs problèmes de santé. Alors, les biosimilaires, c'est un médicament biologique qui est très similaire à un médicament biologique dont l'utilisation a été autorisée. Il n'y a pas
de différence cliniquement significative prévue en matière d'efficacité et de sécurité entre les biosimilaires et le médicament biologique. C'est très important. Alors, notons que le médicament déjà autorisé, en fait, on compare des molécules semblables entre ces médicaments. Alors, les biosimilaires, pour leur part, sont autorisés sur la base d'une comparaison approfondie avec un médicament biologique de référence. Et ça prend, en fait, un certain temps pour les médicaments biosimilaires d'entrer sur le marché, soit après l'expiration des brevets et la protection des données des médicaments biologiques de référence. Alors, maintenant, parlons des génériques. Alors, les biosimilaires ne sont pas les mêmes que les médicaments génériques. Alors, pensez de nouveau à cette structure de l'aspirine. Essentiellement, on identifie la formule et puis on reproduit des molécules semblables aux produits de référence. En fait, c'est identique. Ce n'est pas biosimilaire, mais les biosimilaires, pour leur part, ne sont pas tout à fait identiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués à partir de cellules vivantes. Donc, il y a de la variabilité naturelle. Alors, par rapport au générique, il y a plus d'études qui sont nécessaires pour l'autorisation réglementaire d'un biosimilaire afin de démontrer sa similarité aux médicaments biologiques de référence. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ces biosimilaires? C'est pour économiser les coûts, pour avoir plus de ressources à l'avenir. Alors, les biosimilaires sont hautement réglementés au Canada. Il y a des processus qui impliquent plusieurs lois sur les aliments et les drogues. Ils sont fabriqués selon les mêmes normes réglementaires que les autres médicaments biologiques et cela est validé scientifiquement et autorisé par Santé Canada. Nos normes rigoureuses d'autorisation signifient qu'on peut avoir la même confiance dans la qualité, l'efficacité et la sécurité d'un biosimilaire que dans tout autre médicament biologique. Alors, les fabricants de biosimilaires doivent fournir à Santé Canada des renseignements qui démontrent la similarité de leur biosimilaire avec le médicament biologique de référence. Le but de ces études est de démontrer la similarité, le type de données requises pour appuyer l'autorisation d'un biosimilaire et ça diffère de celui exigé pour un médicament biologique de référence. Alors, comment les biosimilaires sont-ils évalués par Santé Canada afin d'être autorisés? Alors, cela comprend des études structurelles et fonctionnelles, des études non cliniques et des études cliniques. Et quand nous regardons le processus réglementaire et l'autorisation, la plupart de ces études sont cliniques, donc ce que l'on voit à droite. Mais pour ce qui est des processus comparatifs pour les structures biosimilaires, alors on parle alors d'études structurelles et fonctionnelles afin de démontrer cela. Alors, ces études structurelles et fonctionnelles sont donc particulièrement importante parce qu'essentiellement, elle regarde à la stabilité des produits, la stabilité des molécules, les propriétés physiques et chimiques. On regarde les propriétés immunochimiques, la pureté et l'impureté. Donc, ce sont des études qui sont plus sensibles que les études cliniques pour détecter les différences entre les biosimilaires et biologiques de référence. Alors, les études non cliniques et cliniques traitent des zones potentielles d'incertitude après que les études comparatives, structurelles et fonctionnelles ont établi une grande similarité. Alors, on se rend compte, donc, qu'on compare les effets du biosimilaire proposé et du médicament biologique de référence, et ces études ont lieu chez l'homme et chez les patients.
Alors, l'objectif, c'est de démontrer que le biosimilaire et le médicament biologique de référence sont très similaires et qu'il n'y a pas de différence cliniquement significative en termes d'efficacité ou d'innocuité entre les deux. Maintenant, un exemple d'étude qui examine le biosimilaire ABP 501. Ça a été comparé à l'adalimumab après une transition unique et c'était randomisé comme étude, ce qui veut dire que les groupes ont été randomisés donc et en double aveugle, ce qui veut dire que tout était contrôlé pour validité scientifique. L'étude a duré 52 semaines chez des patients atteints de psoriasis en plaques modérées à sévères. Il y a 2 chercheurs canadiens qui ont été impliqués et le but était de démontrer des similitudes au niveau de l'efficacité, de l'innocuité et de l'immunogénicité de ce nouveau biosimilaire ABP 501 en comparaison à l'adalimumab pour, de nouveau, la psoriasis en plaques modérée à sévère. Cette étude a été publiée et les autorisations ont été données. Ce médicament est disponible pour usage. Alors maintenant, je vous montre un diagramme de l'étude et on voit que la design de cette étude, on a vu qu'elle a été randomisée. Alors, il y a des groupes qui ont reçu le nouveau biosimilaire. Ce groupe a continué de recevoir le médicament pour la durée complète de l'étude. On voit aussi que d'autres patients ont reçu l'adalimumab aux mêmes doses, fréquences également que le biosimilaire. À 16 semaines, les patients ont été de nouveau randomisés pour recevoir soit le biosimilaire ou continuer l'adalimumab. Et la raison pour laquelle cela a été fait, c'était pour examiner des scénarios réels de la vie de tous les jours. C'est-à-dire un patient, par exemple, qui changerait sa prescription de médicaments. Qu'arrive-t-il? Alors, c'était le but notamment de cette étude. Alors, quelqu'un qui va de adalimumab à un biosimilaire, quelles seraient les attentes? Est-ce qu'il y aurait une efficacité semblable? Est-ce que c'est sécuritaire comme traitement? Et ici, nous avons un graphique révélateur qui montre l'amélioration au niveau du psoriasis qui a lieu. Et on voit sur l'axe Y la ligne du temps. Et ce que l'on voit, c'est que les lignes sont très près l'une de l'autre et ce que cela révèle, c'est qu'au niveau de l'efficacité pour le psoriasis, c'est que le biosimilaire sont aussi efficaces que l'adalimumab et qu'il n'y avait pas de différence significative au bout du compte en termes d'efficacité. Maintenant, regardons la sécurité. Alors, c'est évidemment quelque chose de très important lors de nos essais cliniques. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est semblable entre l'adalimumab et le biosimilaire. Il n'y avait pas de difficulté pour ce qui est de changer de médicament, soit de l'adalimumab vers le biosimilaire. Il y a une petite variabilité, ce qui est quelque chose auquel on pouvait s'attendre étant donné le nombre de patients dans ces essais cliniques. Un autre facteur maintenant à regarder, c'est d'observer l'immunogénicité. Alors, vous savez sûrement que quand on suit un traitement particulier, on peut ressentir que l'efficacité diminue et qu'une personne devient peut-être immunisée face aux médicaments. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une personne peut développer des anticorps. C'est un peu comme si le système immunitaire ne permettait pas une réponse au traitement et donc il y a fabrication d'anticorps.
Et donc, nos études observent la réaction des anticorps et en observant les comparaisons avec les biosimilaires. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, de différence significative. Alors, en conclusion, ce qu'on nous dit, c'est que l'ABP 501 et l'adalimumab ont des résultats semblables après 52 semaines et aussi après une transition d'un médicament à l'autre pour ce qui est de cette population de patients qui a été étudiée. Alors, cette étude a été soumise à Santé Canada et ABP 501 a déjà été approuvée pour usage. Alors, quels sont les traitements du psoriasis qui ont des biosimilaires? Nous en avons 3 pour le psoriasis et ceux-ci incluent l'infliximab ou aussi appelé le Remicade. On a l'étanercept, appelé Enbrel, et adalimumab, qu'on appelle aussi Humira. Et la table suivante résume les produits de référence, mais aussi les produits biosimilaires. Alors, peut-être verrez-vous ces noms de biosimilaires et peut-être que ces noms vous sont déjà familiers. On voit les indications de santé pour lesquelles les autorisations ont été données. En fait, ça démontre la variété, en fait, des différentes conditions pour lesquelles ces médicaments peuvent être prescrits. On voit par exemple la colite, l'arthrite, l'hydradénite et ainsi de suite. Alors, comment fonctionne ce processus? Alors, si vous bénéficiez d'une couverture de médicaments par le gouvernement provincial, vous devrez passer des produits d'origine aux biosimilaires. Si vous êtes un nouveau patient et qu'on vous prescrit adalimumab, infliximab ou étanercept, vous pouvez recevoir l'un des biosimilaires. Si vous êtes un patient existant et que vous êtes déjà sous Humira, Remicade ou Enbrel, vous pouvez passer à un biosimilaire après en avoir discuté avec votre médecin. Et sachez que votre médecin vous guidera dans le processus de changement et discutera bien sûr des prochaines étapes avec vous. Et comme plusieurs d'entre vous le savez, quand on recevra un traitement biologique, il y a aussi des programmes de soutien pour vous aider à naviguer, par exemple, les assurances, le fait de recevoir le médicament, l'administration du médicament. Alors, ces programmes de soutien jouent un rôle important dans ce processus de traitement. Une des questions que vous pourriez avoir, c'est que si vous êtes sur l'adalimumab et que vous allez vers un biosimilaire, devriez-vous rester dans le même programme de soutien? La réponse est négative. Vous passez d'un programme à un autre programme. Et notre espoir, c'est que ces programmes seront, en fait, que la transition sera fluide. Disons-le, ce sont aussi, cela est aussi nouveau, donc il se peut qu'il y ait des petites questions de transition sur lesquelles nous devrons nous pencher, mais sachez que nous sommes là pour répondre aux problèmes qui surviennent pour que les choses se fassent de la manière la plus fluide possible et la plus facile pour les patients. L'autre changement que vous pourriez voir, c'est l'appareil d'injection. Alors, le produit de référence a un appareil d'injection, vous en recevrez vraisemblablement un autre. Cela dit, il devrait être semblable. Il passe par un processus d'autorisation strict et c'est important d'informer votre médecin si vous préférez que ces seringues soient pré-remplies ou si vous voulez un auto-injecteur. Alors, afin de personnaliser les programmes de traitement pour vous.
Il y a 4 provinces qui ont des initiatives biosimilaires: l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et nous pouvons regarder une province après l'autre. Alors, commençons avec l'Alberta. Alors, l'Alberta, son programme biosimilaire est géré par la Croix-Bleue. Nous nous attendons que le changement se produise d'ici le 1er mai 2022, ce qui laisse du temps, et l'information se trouve sur le site Web de la Croix-Bleue. Et c'est très bien décrit. Alors, on peut vérifier les choses en fonction de son plan de santé. Et si vous avez des questions, vous pouvez certainement communiquer avec la Croix-Bleue de l'Alberta, mais c'est aussi, encore une fois, très important d'en discuter avec votre médecin. Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, le processus est un peu différent. Alors, cela se fait par différentes phases et selon la condition du patient et le produit utilisé, il y a différents échéanciers. Alors, parfois, le changement de médicament doit se produire avant le 6 octobre de cette année. Il y a d'autres dates et il y a plusieurs conditions qui s'appliquent. Alors, pour en savoir davantage, veuillez communiquer le programme d'initiative des biosimilaires en Colombie-Britannique. L'information se trouve sur cette diapositive et on sera bien sûr heureux de répondre à vos questions et encore une fois, discuter avec votre médecin traitant de ces choses. Au Nouveau-Brunswick, un programme également, et l'on s'attend de changer, que les programmes de changement se passent d'ici le 30 novembre de cette année, et cela s'applique pour les patients sur l'adalimumab, l'éternesept et l'infliximab. Et puis, et encore une fois, cela permet de traiter plusieurs conditions différentes. Alors, le processus pour changer de médicament, on recommande en fait qu'un rendez-vous soit pris avec le médecin traitant avant le 30 novembre. Je vous encourage toutefois à procéder le plus rapidement possible et de ne pas téléphoner à votre médecin au 29 novembre puisque le changement pourrait être difficile à faire. Encore une fois, c'est aussi important de discuter du processus. Votre médecin vous fournira des explications. Il s'agit d'avoir le bon appareil d'injection également et aussi de se joindre au programme de soutien approprié. Donc, encore une fois, n'attendez pas, s'il vous plaît, afin que les choses soient le plus fluides possible pour vous en comparaison à une dernière minute. De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à téléphoner à l'initiative biosimilaire du Nouveau-Brunswick. Les informations sont sur la diapositive. Pour le Québec, récemment, ce que nous avons appris, c'est qu'il y a une initiative dans la province qui présente certaines différences. Les patients devraient changer de médicament avant le 13 avril 2022. Donc, il nous reste du temps. Cela dit, de nouveau, communiquez avec votre médecin traitant le plus rapidement possible afin de mettre le processus en marche et d'éviter les délais. Ici, une table utile que j'ai trouvée en ligne qui énumère les politiques au niveau des biosimilaires en fonction des différentes provinces et des territoires. Il y a des différences selon le territoire et en fonction du fait que les patients aient déjà eu des traitements biologiques ou pas. Alors, il s'agit donc d'aller se renseigner convenablement
Et voici des informations pour le faire, encore une fois, avec votre médecin également. Alors, parlons maintenant de l'effet nocebo. Je suis certaine que vous avez entendu ce nom, l'effet nocebo, et ce que ça reflète, c'est que les attentes négatives peuvent affecter les résultats du traitement. Et j'ajouterais que cela se retrouve dans des scénarios de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que si on a des attentes négatives ou positives, ben ça pourrait avoir un impact sur les attentes que l'on a. Essentiellement, l'état d'esprit peut avoir un impact sur les symptômes et le sentiment de bien-être des patients. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'expérience de l'effet nocebo? Ce sont des problèmes de santé mentale, des barrières linguistiques et le fait de se fier à des médias en ligne non équilibrés comme source d'information et des interactions négatives avec les professionnels et les établissements de santé. Alors ici, les résultats d'une étude qui regarde ce qui se passe pour ce qui est de l'effet nocebo. Ici, l'attente d'un effet positif du traitement double et l'effet analgésique d'un médicament avec l'attente d'un résultat négatif qui élimine l'effet analgésique. Alors, certains patients avaient des attentes positives, certains avaient des attentes négatives. Et si nous regardons à gauche du graphique, on voit que les patients qui avaient des attentes négatives, leur barre de couleur est semblable à celle du point de départ. Donc, cela a peut-être un effet de réduction sur l'efficacité du médicament. En comparaison, ceux qui avaient des attentes positives ont mieux réagi aux médicaments. Donc, les attentes positives par rapport à un médicament peut bien sûr avoir un effet, c'est ce qui est derrière l'effet nocebo. Alors, gardez cela en tête et observez quels sont vos sentiments par rapport à l'effet d'un traitement, puisque l'effet nocebo est bien réel. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, rester positif, reconnaître également les sentiments négatifs et l'existence de l'effet nocebo, chercher à obtenir plus d'informations sur les biosimilaires, parlez à votre médecin et discutez de vos préoccupations et renseignez-vous sur le processus de changement de médicaments tout en étant conscient des dates limites. Alors, de quoi devriez-vous discuter avec votre médecin lors de votre visite? Quelques questions à se poser. Est-ce que je devrais passer à un biosimilaire? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Quel biosimilaire devrais-je prendre? Alors, votre médecin traitant saura en discuter avec vous si cela est bien sûr préférable pour vous. Quels sont les échéanciers? Ensuite, quel sera l'appareil d'injection? Serait-ce un style stylo ou seringue pré-remplie? Et quel serait le programme de soutien aux patients étant donné un changement de médicament possible? Et toute autre question, évidemment, est de mise. Il y a beaucoup de ressources existantes. Je vous réfère au réseau sur le psoriasis au Canada. Il y a de l'information excellente sur ce site, dont les initiatives sur les biologiques et les biosimilaires. On trouve aussi sur ce site web une information avec des liens aux différents sites provinciaux, notamment la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Alberta. Donc, en un site, toute l'information se retrouve. C'est très utile. Alors, quels sont les principaux points à retenir aujourd'hui? Les biosimilaires sont des médicaments dont l'efficacité et la sécurité sont similaires à celles du médicament biologique d'origine. L'introduction des biosimilaires ne modifie pas les directives de traitement du psoriasis ou du rhumatisme psoriasique. Le biosimilaire est utilisé à la place des molécules d'origine et les traitements sont aussi efficaces.
Les programmes de biosimilaires sont en cours dans les provinces canadiennes, alors restez informés. Parlez à votre médecin si votre traitement doit incorporer un biosimilaire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente santé et du succès dans votre traitement avec les biologiques et les biosimilaires. Merci.